Bonjour, très heureuse de vous retrouver ici à Berne, la capitale suisse, siège du gouvernement fédéral et du Parlement. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité. Il s'agit d'Alain Berset, le président de la Confédération suisse. Un grand entretien avec RFI et le journal Le Monde pour évoquer l'actualité de ce petit pays au cœur de l'Europe, mais qui se tient à distance des institutions européennes. Pour ouvrir ce magazine, je vous propose d'écouter notre invité. Loin de son registre habituel des discours, des débats politiques, il a sa propre petite musique, sa propre partition. Écoutez. Bonjour. Bonjour. Alain Berset, merci de nous accueillir et de répondre à nos questions ici à Berne. Alors, on vient de vous voir improviser du blues sur un piano. Vous avez une passion pour la musique et pour... C'est le rêve. Moi, c'est ce que j'aurais voulu faire. Pas seulement, mais oui, j'ai une passion pour la musique. J'ai toujours joué de la musique depuis tout petit, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, toujours du piano, d'abord du classique, puis après c'était un peu trop laborieux, puis du jazz. Et j'en joue encore, pour tout vous dire. Alors maintenant, c'est souvent tard la nuit, mais je garde le contact avec le piano. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette passion de la musique? Vous qui vivez dans un pays qui cultive avec force ses normes, son particularisme, son identité. C'est un vernis qu'il faut faire craquer, vous savez, bien sûr, vu de l'extérieur, mais aussi parfois de l'intérieur, on a l'impression que tout est très rangé, tout est très réglé. En Suisse ? Oui, mais il y a une vie en fait culturelle extrêmement active, très vive. Il y a aussi, nous avons une situation qui est très bonne. On en est conscient en plus au cœur de l'Europe. Vous l'avez dit dans votre introduction, et on a une situation dans laquelle on a accès à beaucoup de choses. C'est un immense privilège en réalité, et notamment la culture pour moi, pas seulement pour moi, mais pour le pays, très importante. Dans un pays multilingue, vous savez, 4 langues nationales. Pas toujours évident de se comprendre, sur cette question. Et la culture nous relie, ça peut être la musique aussi. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose ce focus sur justement ce qui fait la singularité de votre pays, la Suisse. Avec sa montagne de défis, la semaine de la francophonie vient de s'ouvrir, y compris en Suisse. Ici, dans chaque canton, on enseigne 2 langues étrangères à l'école, dont une nationale pour éviter la domination d'une langue sur une autre. On appelle cela la médiation dans ce pays qui prétend ne jamais prendre parti dans les relations internationales. Une neutralité qui permet de peser dans le jeu des grandes puissances. Coincée au milieu d'un continent, la Suisse se rêve en île, à l'écart de l'Union européenne, de l'OTAN et même de l'ONU qu'elle finit par intégrer en 2002. L'astuce, c'est d'accueillir les grandes organisations internationales. Une manière de rester drapé dans l'étoffe de médiateur, quitte à mettre sa neutralité en berne, en appuyant par exemple la mission de maintien de la paix au Kosovo en 1999. Les violations des droits humains, ça c'est une question de valeur. Et la Suisse n'a jamais laissé planer le moindre doute que la protection des droits humains, pour nous, est une valeur qui est une valeur de base. On peut être très bien neutre et défendre les droits humains. Rétablissement par la Suisse de quotas d'immigration, inscription du pays sur la liste grise des paradis fiscaux, Berne entretient des relations complexes avec ses voisins européens, avec qui elle réalise pourtant 60% de ses échanges commerciaux. Clarifier les relations avec Bruxelles, voilà où votre parole est notamment attendue, Alain Berset, conseiller fédéral et président pour 1 an de la Confédération. Il vous faudra compter avec une démocratie directe qui s'est rarement exprimée en faveur de l'Union européenne. Alain Berset, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, avant de revenir sur ces relations entre la Suisse et l'Europe, quelques mots sur cette semaine qui s'ouvre, celle de la langue française et de la francophonie. Vous venez de le rappeler, il y a 4 langues en Suisse, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Mais c'est le suisse-allemand qui est parlé dans 19 cantons sur 26. Il y a eu un débat sur l'apprentissage du français dans la Suisse alémanique, moins utile que l'anglais, disent certains. Est-ce que ça veut dire que le français, à terme, peut disparaître ? Non.
Clairement pas. L'enjeu, par contre, c'est qu'on puisse continuer à se comprendre dans une langue nationale. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on enseigne ces langues nationales, l'allemand, le français, l'italien. Le romanche est moins parlé, même si c'est une langue très importante. Et l'enjeu, là, c'était de garantir que dans les cantons alémaniques, donc qui ont l'allemand comme première langue, eh bien que le français garde une place très importante dans l'enseignement. Jusqu'à maintenant, franchement, ça se passe bien. Vous dites que c'est un élément de cohésion nationale. C'est un élément de cohésion nationale. Imaginez une seconde qu'on doive se mettre à se parler, à mal parler une magnifique langue, mais qui n'est pas la nôtre, qu'on doit se mettre à mal parler ensemble l'anglais pour se comprendre. Je crois que ce serait un affaiblissement dramatique de l'identité nationale, de l'idée aussi qu'on se fait de notre pays. Vous savez, c'est très frappant en Suisse. Chaque fois qu'un Suisse passe la frontière, il y a quelqu'un qui va lui dire « Ah, mais c'est vrai, chez vous, vous parlez 4 langues. Ah, mais vous parlez tous 4 langues. » On est tellement fiers de ça. Et moi, j'ai toujours dit en Suisse, si on est fiers de ça à l'étranger, on doit aussi faire en sorte que ce soit, dans le fond, cultivé à l'intérieur du pays. Sophie ? Il y a une organisation de la francophonie, l'OIF, qui a son siège à Paris. Pour vous, quelle est l'utilisation, à quoi ça sert l'OIF? Est-ce que c'est uniquement une organisation qui doit s'occuper de la place de la langue, ou est-ce que vous concevez que c'est une organisation qui peut aussi se mêler de politique et de gouvernance? C'est bien au-delà de la place de la langue pour moi. Alors très clairement, j'ai eu l'occasion d'être très actif dans la francophonie depuis longtemps, alors que Abdou Diouf était d'ailleurs encore président, pas président, mais secrétaire général de l'organisation. J'ai aussi rencontré récemment Michaël Jean. C'est bien au-delà de la langue. Le français, c'est pas seulement un véhicule de communication. C'est aussi des valeurs, c'est une longue histoire, c'est une manière d'aborder non seulement les mots, mais d'aborder aussi les idées, de construire les idées et donc de construire la réflexion. Ça m'a beaucoup frappé aussi en Suisse. Eh bien, vous savez, moi, je réfléchis pas exactement de la même manière quand je travaille en français ou en allemand. Et ça dit beaucoup de choses. Cette institution, l'OIF, est-ce qu'elle doit se mêler de politique? On sait, il y a des endroits où les valeurs de la démocratie, etc., ne sont pas... par exemple, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite qui a frappé à la porte de l'OIF, est-ce que la Suisse est favorable? Est-ce qu'elle va représenter sa candidature? Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup frappé avec l'OIF, avec la francophonie, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de pays qui sont proches, qui sont observateurs, parfois membres, dans lesquels on n'a pas une très grande connaissance du français, de tout ce que le français peut véhiculer. Et il y a une explication à ça, elle est tout à fait légitime. L'OIF, la francophonie, a été aussi au temps de la guerre froide vue comme une possible ouverture par un certain nombre de pays, notamment de l'ancien bloc de l'Est. Mais je crois qu'il faut garder une cohérence, évidemment. Alors oui, pour moi, la francophonie va au-delà de la simple question linguistique ou de la défense d'une langue. Mais oui, il faut aussi garder une cohérence dans l'organisation. Alain Berset, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer son plan pour la francophonie. Est-ce que, s'il faut la réformer, c'est dans quel sens? Plus de culture, plus de politique? Bon, en tout cas, plus de culture, si vous voulez. Moi, Et est-ce que d'ailleurs Macron vous a consulté? Enfin, est-ce qu'il s'est concerté avec les autres grands pays francophones? De manière assez intéressante, notre première rencontre a eu lieu en terre germanophone. C'était en Allemagne l'année passée. J'espère pouvoir le voir aussi bientôt. Et il y a cette année le sommet de l'OIF qui aura lieu à Erevan. Et je crois que c'est une magnifique occasion, un bel endroit, une magnifique occasion pour précisément se poser ces questions. Les organisations internationales, pas seulement la francophonie, sont constamment confrontées aux besoins de réforme, constamment confrontées à la question de comment est-ce qu'elles peuvent vraiment être actives, comment faire pour ne pas être, dans le fond, bloquées par une règle de l'unanimité ou par, dans le fond, des intérêts croisés qu'on n'arrive pas à concilier. Le rôle de la France dans ce cadre-là est très important, mais je dois le dire aussi très clairement, la francophonie, ça n'est pas la France. Et la France, ça n'est pas la francophonie. C'est bien au-delà, et ça je le dis aussi comme Suisse, c'est-à-dire comme l'un des pays européens, parce que nous nous considérons comme un pays européen, au sens continental du terme, qui avec d'autres, mais aussi avec l'Amérique du Nord, aussi avec l'Afrique, joue un rôle important dans la francophonie. Alors justement, je voulais quand même savoir si vous estimez, oui ou non, que cette organisation doit s'occuper d'un processus électoral qui déraille ici ou là, d'une constitution qui n'est pas respectée. Est-ce qu'elle a son mot à dire là-dessus? Ça, je n'ai pas entendu de votre part. Oui, je pense qu'elle a évidemment son mot à dire là-dessus, en disant que ça dépasse la question de la langue. Pour moi, c'est clair qu'elle a son mot à dire là-dessus, et elle peut le faire en s'appuyant sur les valeurs et sur une très longue histoire du français et de toute la pensée qui s'est développée aussi dans cette langue. Donc oui, il y a un mot à dire. Cela dit, ça n'est pas non plus une organisation qu'on va mettre au même niveau sur ce plan-là, par exemple que les Nations Unies. Donc il y a des organisations différentes, avec des vocations différentes, mais moi je ne pense pas, mais alors vraiment pas, que la francophonie, c'est une organisation qui doit uniquement s'occuper de regarder ou de compter le nombre de pays dans lesquels on parle le français, bien au-delà de cela. Alors, Monsieur le Président, vous venez de parler de l'Europe, de la Suisse au cœur de l'Europe. Les relations entre la Suisse et l'Europe, c'est l'essentiel, notamment en termes économiques. C'est très, très, très important pour vos exportations, pour vos importations. Mais je rappelle juste qu'en 1992,
la Suisse n'a pas accepté de rejoindre l'espace économique européen. Et puis, il y a 2 ans, c'est votre Conseil des États, l'équivalent de notre Sénat, qui demandait que la Suisse ne soit plus candidate à l'Union européenne. Alors, est-ce que cette candidature, elle existe encore ou pas? Et si elle existe, est-ce qu'un jour, il y a la moindre chance que la Suisse adhère à l'Union européenne? Cette candidature, elle a clairement été retirée. Et vous avez mentionné 92, au moment où la Suisse a renoncé, c'était un vote populaire. C'est un vote populaire. Avec la démocratie directe, il n'y a aucune décision importante en Suisse qui se prenne autrement que devant le peuple. Bon. Et d'ailleurs, il y a pas mal de pays qui, quand on leur explique ça, ou quand on explique ça aux dirigeants de ces pays, qui disent « on comprend que ce n'est pas toujours tout simple ». Donc elle n'existe plus. Alors attendez, en 92, on renonce à adhérer à l'espace économique européen et en parallèle, on a développé un programme de voie bilatérale, de développement de contacts bilatéraux avec l'Union européenne. Très appuyé, on est en fait très fortement intégré dans la réalité et actuellement, on est en train de consolider cette voie. Et effectivement, il y avait eu en 92 également le dépôt d'une demande d'adhésion pour explorer donc vous y avez les choses. renoncé. Pour l'instant, elle n'est plus sur la table. Alors, Alain Berset, quel est le modèle de relation que la Suisse souhaite avec l'Union européenne? Le modèle, il y a plusieurs modèles. On parle du modèle norvégien, du modèle albanais. Duquel vous vous rapprochez le plus? Nous avons un modèle propre, développé d'ailleurs de concert avec l'Union européenne. Ça fait bientôt une trentaine d'années en fait qu'on développe ce modèle avec beaucoup de succès. Vous savez, nous avons plus de 120 accords bilatéraux qui lient la Suisse à l'Union européenne. Dans toutes les questions centrales, nous sommes associés. Nous sommes membres des accords de Schengen et Dublin. Ça va donc au-delà précisément d'accords qu'ont certains membres de l'Union européenne. Et nous avons avec ça stabilisé fortement nos relations avec l'Union européenne, dans l'intérêt de la Suisse, mais aussi dans l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, Monsieur Berset, justement, Bruxelles a l'air plus pressé que Berne à la signature d'un accord institutionnel qui cadre réellement cette relation entre l'UE et la Suisse. Nous avons vraiment redéfini ces dernières semaines précisément la position de la Suisse dans ce domaine. J'étais heureux qu'on puisse le faire. On a mis un peu de temps à le faire parce qu'on a dû d'abord régler la question d'une initiative populaire dans notre pays qui a fait une majorité il y a 4 ans, qui posait des questions liées à l'immigration. Oui. On a réglé cela. La libre circulation va y revenir d'ailleurs. C'est fait. Et donc depuis, on a une situation qui nous permet de développer beaucoup plus activement la recherche d'un accord avec l'Union européenne. Les discussions sont en cours actuellement et ça marche, je crois bien. Et je suis très heureux de ce nouvel élan. Bruxelles a donné une date limite, qui est décembre 2018. Vous allez arriver à vous entendre d'ici décembre 2018 ? Écoutez, je crois qu'on verra. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous avons des calendriers qui ne sont pas tellement différents. Parce qu'il y a, sur le plan européen, des élections en 2019. Nous avons aussi en Suisse des élections en 2019. Et il est relativement naturel de vouloir considérer que l'année qui arrive est importante, et puis qu'ensuite, on espère aboutir dans un délai raisonnable, et puis on doit laisser une chance à cette négociation pour voir où nous allons atterrir. Ça a repris vraiment avec un climat beaucoup plus positif que c'était le cas les dernières années, donc on a une bonne phase actuellement. Vous êtes soumis à une forte pression parce que maintenant Jean-Claude Juncker a lié votre accès au marché financier européen, au marché boursier, à la conclusion de cet accord, puisqu'il ne vous est autorisé à accéder au marché boursier que pour une durée d'1 an, limitée dans le temps. Ça signifie que sous cette pression, vous allez forcément devoir signer l'accord ? Non, et d'ailleurs, le lien entre ces dossiers, on l'a toujours contesté. On ne peut pas parler de dossier d'équivalence avec l'équivalence boursière et ensuite en faire une question de contenu politique qu'on lie à d'autres accords. Pour nous, c'est très clair. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et le fait que nous avançons maintenant avec la question institutionnelle, qu'on souhaite vraiment pouvoir clarifier comment est-ce qu'on règle les différends, comment est-ce qu'on règle les problèmes quand dans le cadre d'un accord, il y a justement un désaccord entre l'Union européenne et la Suisse, nous le faisons, nous avançons depuis des années avec un nouvel élan maintenant qui est aussi lié à une nouvelle composition du gouvernement en Suisse. Et dans ce cadre-là, on doit faire ce travail, mais nous contestons vraiment ce lien avec l'équivalence. Alors on ne peut plus parler d'équivalence et on a de la peine à comprendre que cette équivalence boursière, elle a été donnée à des pays beaucoup plus lointains. Nous sommes équivalents, nous avons adapté notre droit pour l'être et nous attendons que ce soit reconnu. Alain Berset, vous dites qu'on est pratiquement intégré dans l'Europe, on a 120 accords cadres. Alors où est le problème ? Pourquoi ne pas adhérer à l'Union européenne ? Oui, pourquoi ne pas adhérer à l'Union européenne, tout simplement ? Qu'est-ce que vous redoutez ? Mais je crois qu'on ne redoute rien, simplement on l'a développé. Vous savez, dans un pays avec la démocratie directe que nous avons, il est vrai que le chemin que nous suivons se développe au gré de décisions qui sont prises par le peuple.
Oui, c'est ainsi. C'est ainsi que fonctionne notre système. C'est ainsi que nous construisons notre politique et nos décisions. D'ailleurs, avec un certain succès, parce que si on regarde la situation dans le pays, la situation économique du pays, franchement, on ne se plaint pas de notre situation. Et je crois que c'est un modèle qui a fait ses preuves. En tout cas, pour la Suisse, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, alors, je peux me permettre de vous interrompre là-dessus, parce que vous dites que ça marche très bien, mais en 2014, vous avez parlé de ce référendum. Mais oui. Pour mettre stop, c'était son intitulé, oui. Arrêter l'immigration massive. Il a été voté un peu plus d'une majorité. Simplement, vous avez fait une loi qui n'a pas tenu compte du tout de ce référendum. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de s'asseoir sur cette démocratie directe ? Non, ça c'était l'argument de celles et ceux qui voulaient aller beaucoup plus loin. Vous savez, nous avons un ordre juridique très clair. L'initiative a modifié la Constitution en demandant que l'on régule mieux l'immigration. Et le Parlement a adopté une loi dans laquelle... Mais qui ne change pas grand-chose, en fait. Elle fait des pas dans ce sens, mais en respectant l'accord de libre circulation avec l'Union européenne, parce qu'au moment de mais elle voter... ne fixe pas de quotas, il n'y a pas de... Mais non, parce qu'au moment de voter sur l'initiative, le peuple n'a pas dit qu'il voulait dénoncer les accords bilatéraux que nous avions avec l'Union européenne. Cette question, elle va revenir. Ça fait partie du chemin où, pas à pas, on construit quelle est la volonté. C'est la question de la fameuse clause guillotine, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas un des accords avec les autres accords tombent. Oui, et nous ne le souhaitons évidemment pas. Nous avons, je l'ai dit, un intérêt à ces accords bilatéraux, de la même manière que l'Union européenne et en particulier les pays qui nous entourent ont un intérêt à ces accords bilatéraux. Vous voyez par exemple la France, la plus grande communauté française hors de France, où se trouve-t-elle ? En Suisse. Nous avons chaque jour, 200 000 personnes qui passent la frontière entre la Suisse et la France pour travailler et qui retournent peut-être à la maison le soir. Nous avons 330 000 personnes tous les jours. 330 000 personnes, c'est quasiment, c'est pas 10%, c'est environ 7 à 8% de notre force de travail en Suisse qui passe des frontières tous les jours. C'est logique, on est au cœur du continent européen, dans une zone où il y a beaucoup de contacts. C'est comme ça depuis des millénaires d'ailleurs. Et nous devons naturellement accompagner cette situation avec une sécurité juridique. Monsieur le Président, en cas de litige avec l'Union européenne, qu'est-ce qui fait foi ? Est-ce que c'est la Cour de justice de l'Union européenne ou est-ce que ce sont les juridictions suisses ? Comment vous faites ? Bon, jusqu'à maintenant, nous avions une situation qui a toujours été sur ce plan-là très claire. Nous avons, pour les accords que nous avons créés, que nous avons arrêtés avec l'Union européenne, adapté notre droit là où c'était nécessaire. Nous avons rendu notre droit compatible là où nous le souhaitions. C'est un acte souverain de la Suisse. Et puis, nous avons jusqu'ici eu toujours une situation dans laquelle on réglait ces différends dans le cadre de comités mixtes sur le plan d'accords internationaux. Et la question qui se pose maintenant, c'est faudrait-il pas aller un pas plus loin ou comment est-ce qu'on peut donner une stabilité à ce règlement des différends ? Et c'est précisément l'enjeu actuel sur le plan politique avec l'Union européenne et la discussion que nous menons actuellement avec l'Union européenne sur le règlement des différends. Et dans ce cadre-là, nous avons précisé notre mandat et nous sommes en train de chercher une solution et nous sommes très intéressés à poursuivre la voie d'un tribunal arbitral qui permettrait peut-être de régler cette question. Donc il y a un tribunal arbitral commun, Union européenne, Suisse. Qui serait un tribunal arbitral où chaque partie choisit un arbitre, il y a un troisième arbitre qui est choisi, ou enfin une troisième partie, et puis ensuite les discussions ont lieu dans ce cadre-là. Et c'est clair que dans ce cadre-là, il y a la Cour, pour l'Union européenne, il y a la Cour européenne de justice qui joue un rôle très important. Dans notre ordre juridique, nous avons le tribunal fédéral qui joue un rôle très important. Et nous sommes en train, c'est précisément le cœur de la négociation maintenant, de voir est-ce que nous nous trouvons avec l'Union européenne, avec cette idée qui avait été d'ailleurs amenée par le président Juncker quand il est venu en Suisse, quand je l'ai rencontré ici au mois de novembre dernier. C'est une des idées qu'il a amenées. Pourquoi ne chercherions-nous pas, à travers un tribunal arbitral, à clarifier la question ? Alors, il y a ce compromis-là et la question de la concurrence, par exemple, dans des secteurs énergétiques. Est-ce que la Suisse se mettrait sur le même rang que les autres pays européens ? Vous voulez un accès au marché unique européen. Est-ce que vous vous soumettez aux mêmes directives de la Commission européenne qui notamment interdit la subvention à l'énergie, aux industries énergétiques par exemple ? Bon, là vous pensez probablement à l'électricité où on a Exactement. Une discussion en cours. Donc c'est pas toutes les énergies, on parle essentiellement d'électricité. Vous allez chercher une dérogation ? Une minute avant la fin de cette alors, dans un accord partie. International, ça c'est la force de ce type d'outil, c'est qu'on ne va signer que si c'est dans l'intérêt ou est considéré comme positif par les deux parties. Alors on va naturellement devoir amener aussi la réflexion sur notre propre situation que nous avons dans le pays, voir si nous nous trouvons. Mais vous savez, ce serait faux aussi de prétendre qu'en Suisse il y a des soutiens, il existe des éléments qui parfois, dans le fond, non pas faussent la concurrence, mais il y a des soutiens étatiques qui existent et que ça n'existe pas ailleurs. Je peux vous faire la liste aussi de ce qui existe
dans les pays Alain européens. Berset. C'est une question ça, de compromis et de voir si à la fin, de manière libre et indépendante, chacun est d'accord de dire « Ok, c'est dans notre intérêt, on le fait ». La Suisse a mis fin au secret bancaire le 1er janvier dernier pour les personnes ne résidant pas dans le pays. Elle pratique désormais l'échange automatique d'informations. Mais l'Union européenne a laissé votre pays sur la liste grise des paradis fiscaux, aux côtés de pays comme Panama ou Macao. Comment avez-vous interprété cette décision ? Vous l'avez trouvé injuste, par exemple ? Oui, et pour tout dire, curieux. Un peu curieux, je pense que pour le cas de la Suisse, c'est pas de nature à vraiment rassurer sur ce que signifie cette liste grise, mais laissons cela. Vous savez, on ne met pas sur une liste grise un pays qui a fait l'échange automatique d'informations et qui le met en œuvre de manière très conséquente avec les pays de l'Union européenne, un pays qui est en train de modifier sa législation en matière d'impôts parce qu'il y avait des points qui posaient des difficultés pour les grands groupes internationaux. C'est un peu un message curieux, mais alors, pour nous... Comment vous l'avez interprété, ce message ? Mais c'est un peu incompréhensible. Et puis on en a pris note. Et puis nous, on continue notre travail, mais il me paraît relativement clair. Écoutez, franchement, on a fait... C'est une liste de surveillance. Oui, vous pas de voulez dire problème. qu'il n'y a plus rien à surveiller sur la transparence du système bancaire suisse ? Non, simplement, nous avons vraiment réalisé l'échange automatique d'informations sur le plan international. On le réalise de manière conséquente. Nous sommes en train, je viens de le dire, de revoir notre système fiscal pour éviter les problèmes qui étaient apparus durant les dernières années. Et donc, à partir de là, on a constaté qu'il y a cette liste grise, mais je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre assez rapidement. Mais est-ce que vous avez constaté des départs de capitaux depuis la fin du secret bancaire pour les non-résidents ? Alors écoutez, c'est encore un peu tôt pour vraiment tirer un bilan. Vous savez, on a vraiment maintenant cet échange automatique d'informations qui est en vigueur depuis le début de cette année. On a une mise en œuvre maintenant qui se passe. Il faudra attendre quelques années pour avoir un bilan. Mais je crois qu'on peut dire que c'est un pas qui devait être réalisé, que nous avons fait. Pour moi, il était important qu'il soit réalisé parce que je crois que la place économique suisse, mais aussi la place financière, elle est importante chez nous, ne peut pas durablement se construire sans avoir des règles claires, transparentes et correctes aussi avec les pays qui nous entourent. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'à terme, vous envisagez également de lever le secret bancaire pour les résidents suisses ? Bon, ça, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. On a même une initiative populaire qui demandait le contraire. C'est un autre sujet, mais je constate quand même que, on a les autorités des cantons chez nous. Vous savez, les cantons, ce sont, ces circonscriptions, elles sont plus qu'administratives, elles sont vraiment très politiques. On en a 26, avec un gouvernement qui ont beaucoup de droits, d'autonomie, qui perçoivent des impôts. En matière de police, d'éducation. De police, d'éducation, d'impôts. Il y a un gouvernement, un législatif chaque fois, il y a un pouvoir judiciaire sur le plan cantonal. Et les cantons nous disent, mais c'est un peu curieux, vous devez, ou on doit livrer des informations fiscales pour l'étranger, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe chez nous. Donc je sens que ce débat n'est pas terminé. On avait une autre tonalité sur le plan fédéral, ici au Parlement, avec une majorité qui disait non, on ne touche pas à ce secret bancaire sur le plan national. Mais je sens que ce débat, il n'est pas complètement éteint. Oui, mais alors d'autant que cette année en France, il va y avoir un procès important d'une grande banque suisse, UBS, pour des accusations d'avoir non déclaré, estimées à quelques 10 milliards d'euros. Cette banque, elle a été épinglée tout récemment à Hong Kong pour non-respect de normes imposées par l'autorité de régulation des marchés. On a l'impression quand même que les choses tardent à se mettre en place, que les leçons ne sont pas vraiment apprises. Est-ce que c'est pas ça aussi qui justifie une méfiance de la part de la part de vos partenaires, en fait. Bon, écoutez, peut-être, mais disons, il faut surtout regarder d'où nous venons et ce que nous avons fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe tous les jours, dans tous les pays du monde, des conflits ou des problèmes juridiques qui impliquent les entreprises privées. La banque que vous avez citée est une entreprise privée. Alors, bon, évidemment, c'est une entreprise qui a un siège en Suisse, mais qui est présente aussi dans beaucoup de pays européens, dans beaucoup de pays dans le monde. Et je crois qu'on ne peut pas simplement faire le lien entre les éléments que nous avons mis en place sur le plan politique et ces éléments-là. Je crois que là où il y a une procédure judiciaire ou juridique qui doit se dérouler, qu'elle se déroule. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux, c'est pour ça qu'il y a des lois et des règlements. Donc nous suivons ça avec intérêt, mais ce n'est pas quelque chose qui concerne la Suisse en tant qu'État. Alain Berset, poursuivons sur le Brexit. En juin 2016, les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne. Oui. Ça devrait intervenir dans un an. Est-ce que ça vous a retiré, le Brexit, un statut d'exception au sein de l'Europe ?
Difficile à dire. La première chose que j'aimerais dire sur le Brexit, et c'est très intéressant, on a un vrai débat dans beaucoup de pays européens sur plus de démocratie directe, plus de votes. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe comme ça en claquant des doigts. Nous avons une histoire de 150 années avec la démocratie directe. C'est une culture politique qui s'installe avec beaucoup de temps et c'est pas si simple. Donc vous saluez à installer. cette votation, comme vous dites C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on utilise la démocratie directe pour dire tiens, tout à coup on va voter sur ceci ou sur cela, ça s'installe pas comme ça. Il faut une histoire et en même temps la démocratie directe permet de sentir le pouls de la population. Vous savez, un seul exemple. En 2008 en Suisse, on a eu un vote sur l'interdiction des minarets. Une initiative populaire. Nous étions contre, ça nous paraissait être une politique symbole. Il n'y en avait fausse. que 4 minarets. Il n'y en avait que 3. La même. population a dit oui. À l'époque, nous avons dû expliquer ça aussi sur le plan européen, parce qu'on était un peu gênés par cette situation. Il n'y a plus aucun pays européen aujourd'hui confronté à cela qui rigole quand on dit qu'il y a une majorité chez nous là-dessus. Tout le monde se rend compte que les choses pourraient aussi se passer ainsi ailleurs. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que la démocratie directe en Suisse, c'est une forme de sismographe politique. On voit souvent apparaître avec la démocratie directe les mouvements, on les sent un peu plus tôt qu'ailleurs. Brexit, ça va dans le même sens. Brexit va dans le même sens. Est-ce que ça change la situation de la Suisse ? Oui. À première vue, on a l'impression que c'est comparable. C'est complètement différent. Le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne depuis longtemps. Il décide d'en sortir. C'est un mouvement, dans un sens de sortie de l'Union européenne, décidé par la population, que nous observons, qui ne ressemble en rien à la situation qu'a la Suisse. Notre dynamique, elle est complètement différente. Nous sommes fortement intégrés par les accords bilatéraux, je l'ai dit, mais sans être membre de l'Union européenne. Il n'y a pas aujourd'hui d'idée d'aller dans ce sens-là. Et nous essayons de stabiliser ou de renforcer cette voie bilatérale. Est-ce que vous ne faites pas un peu les frais du Brexit, au sens où les Européens, ne voulant pas montrer qu'ils sont mous dans les négociations à venir, ou en cours sur le Brexit, font payer à la Suisse une forme de dureté dans leurs propres négociations. Très intéressant la question que vous posez, parce que c'est exactement le débat qu'on a eu après le Brexit. Certains ont dit en Suisse, c'est fantastique, à partir de maintenant, on n'est plus seul, on va pouvoir montrer comment ça se passe, on va pouvoir s'imposer avec le Royaume-Uni. D'autres ont dit, c'est une catastrophe, parce que maintenant on va passer au 3e rang des priorités pour l'Union européenne et tout sera beaucoup plus dur pour nous. Eh bien, je crois que les deux se sont trompés. Après 2 ans, je pense que les deux se sont trompés. C'est quoi la 3e voie l'année dernière. Pardon ? Quand Juncker est venu l'année dernière, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Oui, mais je prétendrai ici que ça n'a strictement rien à voir avec le Brexit. Mais strictement rien à voir avec le Brexit. Et je pense qu'en fait, et c'est plutôt une bonne chose, je crois, que l'Union européenne, en tout cas comme je le perçois, travaille avec la Suisse, comme nous travaillons avec elle, sur la même ligne que nous avons auparavant, et que le dossier Brexit, c'est une autre chose. Pour parler de la démocratie directe en Europe, il y a eu le cas de la Catalogne. Alors, il y en a en Catalogne qui rêvent de ce modèle suisse d'autonomie des cantons, de démocratie directe. On a M. Karl Puigdemont qui, justement, est invité à Genève par le Festival des droits de l'homme ce week-end, ce dimanche, pour quelques jours. Est-ce que vous l'encouragez dans cette voie, M. Puigdemont ? Oh là là, je me garderai bien d'intervenir dans ce débat qui, pour nous, et si on regarde notre ordre juridique en Suisse, c'est un débat aussi interne à l'Espagne. Vous savez, nous avons connu en Suisse la création d'un nouveau canton. Donc le canton de Berne, dans les années 60, 70, il y a eu un conflit, il y a eu une partie du canton qui a voulu se séparer. Nous avons réussi, alors c'était compliqué, à le régler sur le plan institutionnel en Suisse avec la création d'un 26e canton, qui est le canton du Jura. On parlait de la francophonie avant, c'est un membre très actif d'ailleurs dans la francophonie, parce que c'était la partie francophone, une partie du canton de Berne francophone qui s'était séparée du canton. Donc nous avons réussi cela avec nos règles institutionnelles et constitutionnelles, et nous observons avec un certain intérêt, naturellement, les discussions qui existent dans les pays européens autour de nous à ce sujet. Mais moi, je me garderai bien d'ingérence dans ce dossier. Les Espagnols ne sont pas très contents de le voir venir se promener à Genève. Ils vous demandent de voir s'il est possible éventuellement de procéder à une extradition. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il existe une libre circulation sur le plan européen qui concerne aussi la Suisse. Il est possible de venir chez nous. Il est possible de s'exprimer aussi dans notre pays. Il y a une liberté d'expression qui existe. Aussi longtemps qu'on n'a pas un problème pour la sécurité intérieure du pays, ou aussi longtemps qu'il n'y a pas une demande fondée sur des faits qui permettraient à la Suisse, dans le fond, de procéder à une extradition, ce qu'on fait lorsque les conditions sont remplies avec les pays qui nous le demandent. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de tout ça sur la table. Donc à partir de là, je crois
crois qu'il est possible de voyager. Restons sur ces questions de politique étrangère. Ce qui caractérise la politique étrangère de la Suisse, c'est sa neutralité, c'est son rôle de médiation. Par exemple, il y a 3 ans, c'est à Genève que s'est tenue la première rencontre entre le régime syrien et l'opposition. En Syrie, la Suisse intervient aussi avec le CICR. Oui. Le Comité international de la Croix-Rouge. Ces derniers jours, il a fait même entrer un convoi de ravitaillement pour les populations civiles près de Damas, à Ghouta, là où 1200 civils sont morts en un mois. On va écouter le chef de la délégation du CICR en Syrie, Marianne Gasser. Elle dirige cette mission depuis le début, il y a 7 ans exactement. Les gens font de leur mieux. Ils font preuve d'une endurance hors du commun et de courage face à la situation. Mais je me demande pour combien de temps devront-ils supporter ça. Apporter de l'aide sauve des vies, mais ne réglera pas le problème. La crise en Syrie est un problème politique qui doit être réglé politiquement. Ce règlement politique appelé par un membre du CICR, cette personne qui s'occupe de cette mission depuis 7 ans, est-ce que ça ne veut pas dire que la Suisse devrait être plus active sur ce dossier, autrement que par l'aspect humanitaire ou par l'organisation de conférences à Genève ou ailleurs? Bon, il y a vraiment ces 2 aspects. La situation en Syrie est absolument dramatique. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Damas il y a quelques années. Quand on voit comment ce pays a évolué depuis 2009, quand j'y étais allé, c'est vraiment une tragédie. La Suisse soutient... Depuis 2011. Depuis 2011, mais disons peu de temps après le moment où je m'y étais rendu. Et la Suisse soutient fortement l'aide et le soutien sur place. On a jusqu'ici, je crois, engagé plus de 300 millions de francs pour essayer de parer au plus pressé sur place avec d'autres. Et c'est aussi notre rôle dans l'aide humanitaire d'être présent dans l'immédiat pour les gens qui vivent sur place. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà aujourd'hui ? Mais bien sûr qu'il faut aller au-delà. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il faut trouver une solution politique. Et chacun sait à quel point c'est compliqué dans la situation syrienne actuelle. Et je pense que le rôle de la Suisse là, ce qu'on sait peut-être le mieux faire, ou ce qu'on peut peut-être le plus fortement amener, eh bien c'est les compétences que nous avons en matière de médiation, d'offrir des endroits, des lieux où les gens peuvent se rencontrer, d'offrir des aides ou un soutien pour le développement des discussions. Vous avez mentionné les premières conférences sur la Syrie en Suisse il y a quelques années. Et nous avons avec Genève, qui est quand même une place multilatérale énorme, je veux dire, très importante. Est-ce que ça suffit quand on voit l'internationalisation de ce conflit avec le rôle de l'Iran, avec le rôle de la Russie ? Non, ça ne suffit pas. Alors pas du tout, ça ne suffit pas, mais les autres doivent aussi jouer leur rôle. C'est-à-dire que la Suisse ne peut pas tout régler. On ne peut pas tout régler. On peut, je crois, donner une aide avec d'autres sur le plan humanitaire tout de suite sur place. On peut vraiment offrir... On peut donner une aide sur le plan humanitaire, mais ça a été problématique parce que finalement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la Ghouta, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe ? C'est un nettoyage ethnique, puisqu'on est en train finalement de faire sortir des gens faute d'avoir pu livrer l'aide humanitaire là où les gens en avaient besoin. Finalement, des populations civiles sont en train d'être évacuées, à la limite dans des corridors gardés par les soldats du régime. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il aurait mieux fallu renoncer à l'aide humanitaire pour précipiter une solution politique ? Il n'y a pas d'alternative à l'aide humanitaire à court terme. Et c'est la raison pour laquelle le rôle du CICR, d'ailleurs, qui est une organisation privée, mais soutenue fortement par la Confédération suisse et par d'autres, est tellement important. Puis après, il y a le rôle humanitaire des États. Et en parallèle, nous devons chercher une solution politique. Et ce que nous pouvons apporter, encore une fois, c'est une plateforme. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Oui, mais sans la plateforme, il n'y a déjà rien qui se passe. Ensuite, il faut que les acteurs puissent se retrouver. Et la solution politique, ce n'est pas la Suisse qui va l'imposer. Nous, on peut l'accompagner, l'encourager, la soutenir, offrir des lieux pour ces rencontres. Mais il faut aussi que d'autres fassent leur travail. Je voudrais revenir sur la question de la neutralité. On parlait de la Russie qui est très active en Syrie. Elle est active pas seulement en Syrie, mais en Occident aussi. Il y a eu cet empoisonnement à Salisbury, en Grande-Bretagne, et l'annonce de sanctions par plusieurs pays occidentaux. Est-ce que, face à cette agressivité russe, qui est quand même assez démontrée dans des processus électoraux aux États-Unis, etc., et ailleurs, ou de diverses manières, est-ce que la Suisse peut continuer à être neutre, ou est-ce qu'elle-même est exposée à cette agressivité russe ? Il faut entendre il faut voir ce que l'on entend par neutralité. Oui, nous sommes neutres, il y a une longue tradition de neutralité dans notre pays, mais neutre ne veut pas dire indifférent.
En aucun cas. Et neutre ne veut pas dire non plus qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs. Par exemple, on pourrait parler de la Corée. Nous mettons en œuvre complètement les sanctions à l'égard de la Corée du Nord. On peut penser à la Russie, où nous accompagnons aussi les sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie suite à l'invasion de la Crimée. Donc, ce n'est pas une neutralité, ce n'est pas une indifférence. C'est une neutralité, dans le fond, une certaine réserve à nous engager dans des conflits internationaux. Vous ne verrez jamais la Suisse s'engager dans un conflit international armé. Sinon pour maintenir la paix, sinon pour soutenir et maintenir la paix. Et c'est ça à faire, je crois, avec nos très longues traditions, le fait que nous soyons aussi reconnus sur le plan international pour cette très longue tradition humanitaire et de paix, et que cette crédibilité nous permet précisément, avec la taille que nous avons et l'expérience que nous avons, d'être le plus utile là où c'est nécessaire. Et si de nouvelles sanctions sont proposées contre Moscou, des sanctions financières, bancaires ou autres, à cause notamment de cet acte, de cet assassinat sur un territoire d'un pays de l'OTAN, enfin, ou sur un territoire d'un pays de l'Union européenne, à chaque fois que des discussions existent autour de sanctions, mais que ce soit au-delà des mots et des annonces, que c'est une discussion réelle sur une décision pour des sanctions, à chaque fois, nous allons également aussi envisager d'en prendre ou pas, et regarder de manière souveraine, c'est clair, mais en vous redisant que nous avons complètement mis en œuvre celle à l'égard de la Corée du Nord, par exemple, nous sommes aussi très attentifs à ce qui se passe en Russie ou ailleurs. Nous allons, s'il y a une discussion qui va au-delà du slogan, vous savez, qui va au-delà du slogan vraiment pour faire quelque chose, là on va naturellement l'envisager. Et vous sentez votre démocratie directe parfois menacée par ce qu'on a appelé des usines à trolls, des fake news, des manipulations, etc. Ça, c'est la discussion médiatique. Et la discussion sur les médias indépendants, variés, de qualité, dans une démocratie directe a une importance toute particulière. Chez nous, vous savez, nous avons 4 fois par année un vote de la population sur un sujet central. La dernière fois, c'était pour savoir s'il fallait abolir ou pas le service public en matière de médias, oui, et pour savoir s'il fallait maintenir des impôts ou supprimer les impôts. Imaginez, supprimer la TVA et supprimer les impôts directs. Un vote là-dessus. Dans ce cadre-là, des médias forts, indépendants, de qualité, c'est central. Il n'y a pas de démocratie directe sans cela. Vous avez été satisfait par le résultat Oui, très satisfait du résultat, mais il y a évidemment un intérêt pour nous massif à garder, dans le fond, des conditions qui permettent à la population... Est-ce que vous avez observé des tentatives de déstabilisation ? C'est-à-dire des États étrangers, des médias financés par des États étrangers qui tentent d'influer le débat à coups de nouvelles fausses ? Non. Je n'ai pas d'exemple comme ça. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'était passé aux États-Unis, ou aussi en France, ce qu'on peut lire aussi sur ce qui s'est produit dans ces pays. Je n'ai pas d'exemple qui soit comparable avec la Suisse, mais nous avons, oui, une nouvelle manière de débattre avec le développement des réseaux sociaux. Oui, le débat a changé en Suisse. Oui, le débat n'est plus le même dans sa tenue que celui que nous avons il y a une vingtaine d'années. Vous avez tiré des leçons de cette votation parce qu'il y a eu un risque. Qu'est-ce qui se serait passé si le vote avait été défavorable ? Sur le vote avait justement privé d'un coup d'un seul les médias publics de toute ressource. Ce qui se serait passé, c'est difficile à dire, oui, parce qu'on est un peu dans la politique fiction. C'est difficile d'être très précis, mais en fait, ça aurait signifié la fin de la redevance, ça aurait signifié le développement comme alternative peut-être de services payants pour regarder un téléjournal ou pour regarder telle ou telle émission. Et cela aurait, dans le fond, affaibli brutalement la diffusion d'une information de qualité et diversifiée dans le pays. Et donc de ce point de vue-là, ça aurait posé des défis énormes et très problématiques pour la démocratie. Une information audiovisuelle publique, pour vous, est essentielle. C'est essentiel, et pas seulement en Suisse d'ailleurs. Vous savez, c'est essentiel, je crois, dans beaucoup de pays. Et c'est pas la seule chose qu'il nous faut. Il nous faut aussi des médias privés, indépendants et forts, mais de jouer les uns contre les autres. C'est un peu ce qu'on a constaté ces dernières années en Suisse. Les médias, la presse écrite, privée, qui jouent le combat contre le service public, notamment radio et télévision. Je pense qu'à la fin, tout le monde est perdant. Et c'est peut-être une des conséquences de ce débat que nous avons eu ces dernières années. Alors, dans un tout autre registre, en prenant vos fonctions de président de la Fédération suisse, vous êtes engagé à faire progresser l'égalité homme-femme, notamment en matière salariale. Juste, je voudrais rappeler que sur la question des droits des femmes, la Suisse, elle est, je dirais, presque un peu à la traîne. Il a fallu attendre 71 pour qu'elle ait le droit de vote, et même 1990 dans un canton, le canton d'Appenzell. 91.
91 même, vous voyez. Alors, votre pays fait peu de place aux femmes en politique, pas trop dans les conseils d'administration. Comment vous expliquez, vous, que la condition des femmes soit, je peux presque utiliser le mot aussi, rétrograde dans votre pays, qu'il faille autant de se combattre pour la faire progresser? Oui, il y a beaucoup de choses à faire, vous avez raison. Il y a un point quand même, j'attirerai votre attention sur le fait que nous avons eu, c'est de nouveau plus le cas aujourd'hui, mais c'est la preuve que ça peut changer, nous avons eu en 2010 un gouvernement où il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y a quand même pas mal de pays autour de nous qui n'ont jamais jusqu'ici connu de gouvernement avec plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'inégalité au déséquilibre salarial? Il y a 8 000 € annuels en moyenne de différence entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose sur la manière de faire de la politique. En tout cas, je constate que c'est durant cette période, mais sur la situation très concrète des femmes, c'est la question de C'est dans cette période Sophie que la Confédération suisse a décidé de quitter le nucléaire, ce qui était une décision quand même assez courageuse en 2011. Sur la condition des femmes. Sur la condition des femmes et notamment sur la présence des femmes et notamment sur les inégalités salariales. Et ça, c'est, je dois le dire, je pense, le plus gros scandale qu'on ait en termes d'inégalité. Vous avez parlé de ces montants d'inégalité. 8 000 €. Oui, c'est un immense problème. Attendez, la première chose, c'est que d'abord, nous l'avons mesuré. Et nous l'avons mesuré, et il y a d'autres pays, la France par exemple, qui s'intéressent beaucoup à notre système de mesure des inégalités. Et nous ne pouvons que souhaiter, et c'est une très bonne chose, que ce système puisse être diffusé, parce que avant de régler les inégalités salariales, il faut déjà les reconnaître, il faut les avoir reconnues. Alors là, vous les avez reconnues, mais maintenant, comment vous allez agir? Et maintenant, nous agissons... Vous savez, moi je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. On agit avec plein de mesures. La première mesure que j'ai prise il y a 3 ans maintenant, ou que nous avons prise avec le gouvernement, la première celle-là, c'est de considérer ou de demander que toute entreprise qui vise à obtenir des marchés publics, et ça fait quand même pas mal de monde, toute entreprise qui vise à obtenir des marchés publics doit faire la démonstration qu'elle a procédé à un contrôle de l'égalité salariale selon les normes suisses. Donc l'utilisation de ce programme dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième élément, et je crois qu'il faut commencer par soi-même, je veux dire, dans le domaine public. Le deuxième élément, c'est que la Confédération, évidemment, a réalisé l'égalité salariale pour ses employés. Nous encourageons maintenant toutes les collectivités publiques à le faire aussi. Vous avez un programme de quotas? Mais pour les égalités salariales, ce n'est pas une question de quotas. Pour les égalités salariales, c'est une question d'égalité salariale. Et nous avons donc ce programme qui se développe pour le service public, pour les cantons, les collectivités publiques. On doit l'élargir ensuite, ce serait le prochain pas, au parapublic, tous les hôpitaux, le domaine social. Et nous avons en parallèle avec cela la question des entreprises, évidemment, qui se posent privées, où il faut encore agir. Faudra voir ce que vous dites, ce n'est pas un problème de quotas, mais l'inégalité salariale, elle vient aussi du fait que les femmes sont ralenties dans leur carrière de diverses façons. Oui, la question des quotas, c'est une deuxième question. La question de la présence des femmes dans les entités dirigeantes des entreprises, par exemple. Les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration, c'est une question différente. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, je ne dis pas que ça n'a pas de conséquences, ça aurait aussi évidemment des conséquences positives probablement. Mais dans ces questions-là, je dois vous dire qu'on voit d'assez grandes différences, par exemple, dans ce que la France a fait, qui a été très volontariste dans ce domaine-là, depuis les années, je pense, 2007, 2008. Oui, avec l'arrêté Zimmermann-Copé. Oui, puisqu'il a été ensuite mis en place. 40% aujourd'hui en France. Et c'est vrai, 40%. De femmes sont dans les conseils d'administration. Et avec des conséquences, parce que si ce n'est pas atteint, les décisions sont plus valables. Absolument. J'ai bien vu. Et là, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Là, vous allez vous inspirer du modèle français. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas dans notre système de réguler de manière automatique ou de le faire par une loi. Je vous dis franchement, je vois des grandes difficultés à le réaliser, trouver les majorités politiques pour le faire. Mais le débat tel qu'il existe aujourd'hui, et aussi dans les pays qui nous entourent, moi je sens qu'il a un impact en Suisse. Alors c'est souvent, vous savez, c'est souvent un peu plus lent chez nous qu'ailleurs. Vous avez mentionné le droit de vote des femmes en 1900. Je pense que la démocratie directe joue un rôle peut-être dans certains domaines aussi. Et vous avez parlé de 1971 pour le droit de vote des femmes. C'est vrai que ça paraît très frappant alors qu'on sait qu'il y a des pays sur le plan européen. 53 ans après l'Allemagne. Si je pense par exemple à la Finlande, c'était en 1906 je crois, donc beaucoup plus tôt. Nous c'est très tardif. Très tardif. Oui, puis c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui aussi comme quelque chose de presque un peu bizarre. Ça a Mais fait alors partie comment vous d'une expliquez histoire. cette particularité suisse? Écoutez, moi 1971 j'étais pas né, donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé à l'époque, je ne sais pas. Vous avez étudié un peu l'histoire. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui votent. En quoi la démocratie directe a un effet ralentisseur? Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas où on souhaite poser des lois pour réguler de manière très ferme un domaine, par exemple dire les entreprises, on doit fixer des quotas, dans la démocratie directe, il ne suffit pas d'une décision du Parlement pour le faire.
D'abord, je pense qu'il n'y aurait pas de majorité au Parlement pour faire cela aujourd'hui, comme ça a été fait en France. On n'a pas un système avec une majorité, une opposition et une majorité qui a un programme et qui l'impose. On a un système de très très large coalition où c'est, pour un tel sujet, je pense aujourd'hui en tout cas, difficile de trouver une majorité en Suisse. Et puis l'autre élément ensuite, c'est que vous devez aussi affronter un vote populaire ensuite, dans lequel on va dire, je peux déjà vous donner l'argument, dans lequel ceux qui ne voudraient pas de cela vont vous dire, oui mais pourquoi est-ce que l'État devrait imposer à des entreprises privées comment elles doivent se gérer? C'est ce type de discussion qui viendrait, mais je crois que ça progresse. Pour moi, le plus important, ce sont les inégalités salariales. C'est vraiment des milliards de francs qui sont dus aux femmes et qui ne leur sont pas payés dans les salaires. Il faut être très clair à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle c'est la priorité absolue que nous avons posée pour l'instant. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, Alain Berset. Merci d'avoir répondu à nos questions ici à Berne. Merci Sophie, merci Christophe. Et merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.